Je pense qu'on peut dire que cet homme a une relation très charnelle avec sa maman. Monster, Ed Gein. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Ed Gein va raconter l'histoire de l'un des tueurs en série les plus influents des États-Unis. Il a marqué énormément la pop culture, le cinéma, mais il a aussi tué beaucoup de personnes. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard et Until Dawn. Sur Disney+, vous avez accès à Thunderbolt, Lilo & Stitch et Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO, mais vous pouvez le faire si vous avez un compte via Canal. Il suffit juste de vous connecter avec votre compte Canal à HBO Max. Vous avez accès à Superman, Bring Her Back ou Destination Finale Bloodlines. Vous le savez, mais en ce moment, certains sites internet vous demandent une carte d'identité et c'est vraiment pénible. Donc si vous voulez continuer de vous Jared le Leto en paix, utilisez un VPN. Et je sais qu'en tant que cinéphile, vous regardez beaucoup de films via internet et vous avez envie de vous sentir en sécurité et de minimiser les risques. Donc un VPN va vraiment vous être utile. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Monster ou Monstre est une série Netflix qui cartonne. La première saison sur Dahmer était un énorme succès. Tout le monde l'avait regardé, moi je l'avais critiqué à l'époque, je l'ai trouvé imparfaite mais vraiment bien. J'avais bien plus apprécié la saison 2 sur les frères Menendez qui était plus marquante, meilleure en termes de mise en scène, de scénario, bref j'étais vraiment conquis. Et là j'avais hâte de voir la 3e saison, toujours évidemment avec Ryan Murphy mais surtout Ian Brennan qui est le scénariste de tous les épisodes, c'est tous les deux les showrunners de l'œuvre comme d'habitude. Donc en vrai j'étais confiant parce que même si la première saison était imparfaite, la deuxième j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, la 3e saison est avec Charlie Hunnam, un acteur que j'aime beaucoup. Il joue Ed Gein, l'un des tueurs en série les plus influents et emblématiques de l'histoire du monde, j'ai envie de vous dire, mais surtout des États-Unis. Et il joue à fond sur ça, d'ailleurs, on en parlera. Mais est-ce qu'ils ont rendu donc hommage à cet homme, à cette icône? Et est-ce que c'est bien d'avoir rendu hommage à ce personnage? On va donc découvrir une famille et plus principalement un jeune homme qui va vivre isolé avec sa mère dans une maison dans laquelle on a l'impression qu'il fait vraiment froid, une maison qui est loin de tout, dans laquelle la mère, cette matriarche, sera la force dominante. Et je trouve, si on peut déjà parler de mise en scène, qu'elle ne fait pas vraiment ressentir la solitude ou même le côté horrifique de la maison, dans ce froid glacial. C'est très simple la manière dont c'est montré, on ressent pas vraiment ce manque de chaleur, que ce soit émotionnel ou physique. Et le gros souci que j'ai quand vous regardez cette œuvre, c'est que ça va singer énormément de classiques hollywoodiens, qui sera un énorme problème de l'œuvre, ce qui sera paradoxal, vous allez vite comprendre. Mais pour moi, la mise en scène est le premier défaut, car je trouve que la série n'a vraiment pas beaucoup d'idées, là où la saison 2, par exemple, avec les frères Menendez, avait un épisode où c'était juste un plan séquence de 35 minutes, si ma mémoire est bonne. Là, la série manque de choses comme ça, de tentatives originales, même s'il y a quelques idées par rapport aux thématiques abordées, c'est-à-dire qu'au début, on va commencer avec Ed Gein qui va littéralement traire une vache. Il y aura tout un lien qui est fait par rapport au lait, à la maternité, le fait qu'ils vont insister sur des milkshakes durant le premier épisode énormément. Il y a un truc qui est intéressant par rapport à ce personnage qui est vraiment étrange. Il va stalker des jeunes femmes, il est attiré par leur poitrine, mais surtout leurs sous-vêtements. Il va les mettre, il va se masturber en s'étranglant. Il a des fétiches et des kinks vraiment particuliers, mais bon, au début, tu te dis, bah, c'est juste un truc sexuel. C'est pas si dérangeant que ça. Il se masturbe certes avec les sous-vêtements de sa mère et c'est bizarre, mais pour l'instant il fait de mal à personne. Mais c'est là qu'on comprend vite que sa mère n'apprécie pas du tout cela, car elle est forcément très religieuse, elle va régulièrement l'humilier, le punir et le dominer de manière générale.
Et je trouve que la religion, malheureusement, n'a pas cette place dans l'œuvre, alors que voilà, tout est basé sur ça au début. Elle ne revient pas beaucoup, et c'est un peu dommage. Je pense que ça aurait été intéressant de lier ça avec la religion, la croyance, et ce que fait cet homme, surtout par rapport au cimetière. Les cimetières, c'est quand même un lieu religieux, en théorie, surtout à côté des églises et autres. Donc c'est un peu dommage qu'ils aient pas insisté sur le côté religieux, je trouve. Mais j'aime beaucoup comment Charlie Hunnam est montré, et surtout Ed Gein. Il est maigre, il est énormément infantilisé, on dirait vraiment un enfant toute l'œuvre. Il a une sorte de petite voix vraiment féminine, presque, et il a une prothèse à l'œil qui est vraiment pas mal, qui donne un côté un peu étrange et louche à son personnage. On comprend vite qu'il a un problème avec cette maman, évidemment, qu'il est très asocial, qu'il fait peur aux femmes, et tout le monde l'évite. Il a du mal à être apprécié et aimé par les gens, sauf sa copine. Dans l'œuvre, il joue un peu la case son à certains moments. T'as l'impression que le son d'une porte, par exemple avec une cloche, va le déranger. Il y aura plusieurs plans sur ça, mais ça va jamais revenir. Donc en fait, c'est ça qui m'énerve avec cette série, c'est qu'il y a plein d'idées de mise en scène qui mettent en place dès l'épisode 1, mais qui ne reviennent jamais. Et tu vois vraiment que c'était réalisé par plusieurs personnes différentes parce que ils n'ont pas du tout les mêmes idées, ils n'ont pas du tout cette ligne directrice narrative, visuelle, et ils n'ont pas ces thématiques qui se mélangent bien avec le scénario et la mise en scène. Et pour moi, la mise en scène m'a beaucoup déçu parce que tu vois qu'à certains moments, ils tentent des trucs, mais ça va jamais au bout des choses, et j'étais un peu déçu par ça, surtout qu'il n'y a pas voilà, des idées qui vont du premier épisode au 8e, sauf quelques rares exceptions, mais pour moi, c'est pas assez. Et le contexte est fatalement pas mal parce que, mine de rien, ce mec-là, il est obsédé par les nazis. Vraiment, il aime beaucoup le génocide. Pourquoi? Parce qu'en fait, voir des cadavres de juifs tués dans des camps l'excite. Il fantasme sur ça. Il adore la violence, il est fasciné par la mort d'un point de vue sexuel, et il va agir énormément comme un enfant. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'il a vraiment quelque chose de très adolescent, fétiche, qu'il veut contrôler mais il n'y arrive pas. Et en même temps, il se comporte comme un enfant, il va même pas se rendre compte qu'il tue des gens. Pour lui, c'est quelque chose de normal et banal. Il va s'imaginer beaucoup de choses, voir des gens, entendre des voix, etc. Mais même si la série va tourner autour de la relation qu'il a avec sa mère et les femmes de manière générale, il sera complètement dominé par elle. Même lorsqu'elle est absente, elle sera toujours là. Elle va vraiment l'hanter émotionnellement, physiquement et même sexuellement. Pourtant, Dieu sait qu'il n'a pas le droit de se montrer sexuellement parce que sa mère le punit constamment. Donc j'aime bien quelques idées de la série par rapport à la nourriture, genre sa mère va couper du poulet et lui va regarder la chair en train de se faire déchiqueter, et tu vois qu'il aime ça, que ça l'excite, mais en même temps il a peur de sa mère. C'est assez particulier et je trouve que le personnage est vraiment bien traité par rapport à ça. Et l'histoire du poulet, c'est un truc qui revient souvent dans l'œuvre, et c'est l'un des seuls petits trucs qui revient, et j'aurais aimé qu'il y en ait plusieurs. D'ailleurs, la manière dont ils utilisent le poulet dans l'épisode 1 et le 7, si je dis pas de bêtises, est vraiment bien, et j'aurais adoré avoir plus de choses comme ça qui reviennent constamment, parce que la série, vous allez voir, fait énormément de liens entre Ed Gein et les autres intrigues. Et tout ce que je vous ai expliqué là, c'est même pas les 15 premières minutes de la série, hein. Je vous ai rien spoilé, c'est vraiment le tout début de la série. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de choses, et je dirais qu'il y a trop de choses, et c'est le gros problème de l'œuvre. Elle va vouloir tacler tellement d'intrigues. Premièrement, il y a des passages avec des nazis, mais vraiment des passages tournés en mode en Allemagne, avec des nazis qui parlent allemand, beaucoup de scènes dans des camps avec des juifs. C'est pour faire le lien entre la déshumanisation et en même temps Ed Gein qui apprécie ces nazis et qui est en même temps excité vraiment par cette nazie chef qui a vraiment existé, hein, pour le coup, interprétée par Vicky Krieps, qui est géniale. Elle est dans l'abus le plus total, elle en fait des caisses, mais c'est un peu normal parce que c'est lui qui s'imagine, parce qu'en gros il lit des BD, Ed Gein, et il s'imagine les scènes de ce qui se passe réellement. Donc c'est assez génial ce mélange de fiction et de réalité, et comment les nazis ont inspiré Ed Gein et comment par la suite lui, Ed Gein, va inspirer d'autres personnes. Donc c'est un lien qui est intéressant, je trouve, de manière générale, même s'il n'est pas très bien fait tout le temps. C'est quelque chose, au moins. Il y a une sorte d'idée de mise en scène, une idée scénaristique, et les séquences sont plutôt bien faites. Il y aura quelques moments cool comme ça quand ils vont mélanger Seconde Guerre mondiale et ce personnage-là. Par exemple, il y aura une scène dans l'épisode 2 où les juifs rescapés des camps vont ressembler à des zombies. Ce qui est particulier parce que quand même des juifs qui ont échappé à n'importe quel camp, là c'est Birkenau je crois si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Là, normalement, ils devraient être montrés comme des personnes qui devraient être libres, vivre comme des personnes heureuses, mais Ed Gein les voit comme des zombies, et il veut vraiment les arrêter parce qu'il est vraiment obsédé par les nazis et leur force de domination et la manière dont ils ont déshumanisé certaines personnes, parce que pour lui, les humains ne sont pas vraiment humains. Il voit pas ça comme quelque chose de réel parce que c'est un enfant, et en même temps, vu qu'il se reconnaît beaucoup dans l'excitation sexuelle qu'il a par rapport aux nazis, surtout par rapport à cette femme, il est d'accord avec eux. Donc c'est un peu particulier, surtout qu'en plus c'est une femme et tout. Bon,
C'est tout un délire qui est pas mal dans l'œuvre, mais là où l'œuvre se perd, c'est que s'il y avait juste ce lien entre Ed Gein et les nazis, super en réalité, mais il y a tellement de scènes par rapport à Hollywood. Là, vous voyez Alfred Hitchcock interprété par Tom Hollander, parce que Ed Gein a inspiré énormément de films. C'est vrai, t'as 2 épisodes sur Hitchcock, par exemple, et il y a plein de choses que je vais pas révéler par rapport à ça, mais c'est too much. C'est vraiment bordélique dans la structure. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est mal fait, et l'aller-retour entre Ed Gein et l'intrigue Hollywood, qui revient quand même assez souvent, est vraiment lourd, et ça gâche le rythme de l'œuvre. J'en parlerai surtout en spoiler, et c'est le souci de la saison, c'est que ça va tout le temps, dans tous les sens. Il y a beaucoup d'intrigues que je vais pas citer ici forcément, mais tu as l'impression qu'on raconte même pas vraiment l'histoire d'Ed Gein. Et ça, c'était assez étonnant, et c'est un peu dommage pour une série qui devrait être sur Ed Gein. Il n'y a pas vraiment la traque de la police, il n'y a pas lui qui a une sorte de satisfaction par rapport à ce qu'il fait. Nous, en tant que spectateurs, on n'a pas ça non plus. Les morts arrivent comme ça, sans vraiment de choc. On s'intéresse pas beaucoup à ces déviances. Par exemple, je vais vous donner un truc tout bête. Je trouve que la série essaie trop de choquer pour choquer. Il y a des trucs qui sont montrés de manière lambda, comme lui là qui fait une lampe avec de la peau humaine, qui aurait dû être un peu plus amplifié. Alors j'aime bien l'idée de me dire que c'est banal et que pour lui c'est normal, mais je pense qu'il y avait un moyen pour d'un côté montrer ça comme banal pour lui, et pour nous en tant que spectateur de montrer ça comme anormal. Parce qu'en vrai, la peau, je dis pas qu'elle est mal faite ou quoi, mais il fallait peut-être nous montrer comment la chair est utilisée, comment elle a des propriétés différentes d'autres objets. Il n'y a pas ce côté ingénierie qui aurait pu rendre la chose encore plus horrible. Si on le voyait vraiment construire des choses régulièrement, ça aurait pu rendre la peau comme une sorte de tissu, comme n'importe quelle autre chose, de manière générale, et ça aurait créé à la fois une sorte de banalité pour lui et pour le spectateur, et on aurait dû se remettre en question en disant, bah en fait, oui, c'est de la peau, mais c'est horrible, parce qu'on dirait un tissu. Mais ça, ils jouent pas assez dessus, et ils vont insister sur des choses un peu macabres, de danse, de déguisement et tout, mais beaucoup. Ils font beaucoup les mêmes scènes en boucle, et à un moment, on a compris, quoi. Et le vrai souci qu'il y a, c'est qu'il y a des choses qui vont être bien, comme lui qui tombe amoureuse d'une femme, voilà, aux yeux bleus, qui est blonde, qui ressemble un peu à la nazie qu'il lit dans la BD, et en même temps, le souci, c'est que ça va pomper tous les films qui ont été faits par rapport à Ed Gein. Vu que Ed Gein a influencé énormément de films comme Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Silence des agneaux, c'est les films qu'on verra hein, surtout dans l'œuvre, eh bien ils vont refaire des scènes de ces films-là. Le souci, c'est qu'on a vu ces films-là. Et le problème, c'est que refaire exactement les mêmes scènes, si tu as vu ces films-là, les scènes ne fonctionnent pas. C'est ça le souci. Donc je pense que le vrai problème, c'est que entre hommage et copie, ils se sont un peu perdus. Pour moi, l'œuvre aurait dû prendre clairement plus de liberté, aurait dû être plus original plutôt que juste plagier ses films. Alors vous allez me dire, c'est normal, Ed Gein, il a littéralement inspiré ses films. D'accord, mais là, la série s'inspire des films plutôt que créer l'inspiration pour les films. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toi, quand tu vois une scène comme ça, tu dis ok, c'est Psychose, donc tu connais la scène elle marche pas. Donc en voulant faire un hommage à ces œuvres-là, ils ont copié ces œuvres en moins bien, parce que c'est une série, il n'y a pas le même contexte et tout, et pour moi ça marche pas. Pourtant les thématiques sont intéressantes par rapport à l'impact que cet homme a eu indirectement sur nous, sur notre pop culture, sur notre divertissement, et je vais pas parler de tout ici, je vais garder ça pour la partie spoiler, mais c'est cool de voir qu'au fait ce mec-là, on lui doit en réalité beaucoup, alors que c'est un tueur en série, alors que c'est une personne horrible, mais il a influencé tellement de choses qu'il a changé le monde de la culture, il a changé le monde d'Hollywood, juste en étant lui-même. Et ça, c'est un sentiment qui est fascinant, parce que tu dis, ok, je regarde un serial killer, mais il était tellement influent que je lui dois beaucoup d'un certain point de vue. Et ça, c'est une émotion que tu n'as pas envie d'avoir, parce que tu devrais pas ressentir une sorte de reconnaissance par rapport à un mec qui a fait des choses horribles. Et c'est ça qui est fascinant dans l'œuvre, et en même temps paradoxal, parce que du coup, c'est Hollywood qui utilise cette histoire pour se faire de l'argent et des choses comme ça, donc ça profite aussi de la mort de ces gens. Donc c'est ça qui est cool, et en même temps, tout ce qui concerne Ed Gein et sa mère, je trouve que c'est réussi. Le vrai souci, c'est que oui, le côté méta est plutôt bien, et il y a des choses, par contre, que j'ai détestées, hein. J'avoue, la fin, j'ai trouvé que c'est pas possible, mais le problème, c'est que vu que ça s'inspire énormément de ces films, encore une fois, moi j'étais pas du tout étonné par la série quoi. Enfin, j'ai regardé la série, je me suis dit ok, là ils vont pomper tel film, là ils vont pomper telle scène de Psychose et des choses comme ça. Je veux dire, même le biopic qui est sorti sur Hitchcock avec Anthony Hopkins, ils reprennent des scènes identiques du biopic de l'époque, biopic qui était pas bien en plus, enfin qui était pas terrible disons. Donc en gros, je me retape les scènes des films que je connais en moins bien quoi. Et ça gâche un peu le rythme de la série. Ça gâche un peu le mythe, entre guillemets, d'Ed Gein, parce que la série n'a pas réussi à se réapproprier le mythe, elle a juste essayé de copier les films qui se sont inspirés de Ed Gein. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'en vrai, j'aime bien le mélange de réalité, de fiction, quand lui s'imagine être à une soirée nazie, des choses comme ça,
mais fatalement ça devient vite prévisible, et je pense qu'il y aura un gros décalage entre deux types de personnes. Les gens comme moi qui ont vu ces films, qui les connaissent vraiment bien, qui les adorent, et les gens qui découvrent cette série sans avoir vu ces films, qui vont se taper des scènes peut-être iconiques pour eux, mais que moi j'ai déjà vécu quoi. Donc moi ça me fait rien. Au contraire, je trouve que c'est juste une copie, une imitation assez mauvaise. Donc c'est ça, je pense qu'il y aura comme discussion autour de la série, c'est ce parallèle entre ces deux gens-là qui n'auront pas du tout les mêmes attentes et le même bagage cinématographique, qui vont voir la série différemment. Moi, vu que je les ai vus, j'avoue que ça m'a un peu déçu. Alors oui, il y a des choses qui sont bien, comme Charlie Hunnam, qui est vraiment pas mal de ce point de vue-là. Je trouve qu'il est bon. Est-ce qu'il va gagner des récompenses? Ça serait pas du vol, mais s'il gagne pas, je serais pas non plus étonné. Je trouve qu'il est moins bon que, par exemple, Dahmer. Je trouve qu'il est moins bon que les frères Menendez, mais il reste bon, quoi. Voilà, tous les acteurs sont bons. Lui, il a pas mal de sensibilité, de cruauté involontaire, toutes ces choses-là. Donc c'est cool, franchement, ça va. Ils font un bon travail. Et techniquement, la série est pas mal. C'est juste, d'un point de vue scénaristique, que la série s'est vraiment perdue. Et pour une œuvre série télé, c'est dommage parce que le scénario c'est hyper important. Donc pour conclure, Ed Gein, c'est ok. C'est beaucoup moins inspiré, beaucoup moins authentique, avec beaucoup moins d'identité que les deux premières saisons de la série qui étaient vraiment bien. Cette saison, elle voulait faire trop de choses, il y a trop d'intrigues que j'ai même pas citées. Hein. Vous vous rendez pas compte du nombre d'intrigues qu'il y a dans cette série. J'ai cité que Ed Gein, un peu les nazis, tout ça et un peu Hollywood, mais il y en a beaucoup plus. Et pour 8 épisodes, le paradoxe c'est que ça fait très long, à rallonge parce que tu te retapes beaucoup de scènes en boucle et c'est les mêmes et on a compris. Et en même temps, il y a tellement d'intrigues qui sont rushées, c'est que tu as l'impression que la série va à la fois trop vite et trop lentement. Et ça, c'est un énorme problème, je trouve. Tu as l'impression que c'est pas du tout une série sur Ed Gein, d'ailleurs, et ça crée un souci. C'est à la fois grotesque, crade, mais ça ne marche pas parce que, bah, encore une fois, pour les fans de cinéma, on est un peu habitué à ça. Et en même temps, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à montrer l'horreur dans la banalité, parce que c'est une série, parce que la mise en scène n'est pas assez bonne, et je trouve que c'est assez raté. Et le manque d'originalité, surtout par rapport aux deux premières saisons qui étaient bien, moi ça m'a déçu, ça a beaucoup pompé et copié d'autres œuvres, et fatalement, oui, bah, j'ai vu une œuvre qui était sympathique, mais qui aurait dû durer 6 épisodes ou en faire un film. Parce que là, 8 épisodes, c'est trop long et j'ai tout enchaîné d'un coup. J'ai regardé les 8 épisodes ce vendredi. Là, il est 3h et quelques du matin. Je tourne cette vidéo pour la sortir le samedi matin. C'est le bordel. Vraiment, c'est le bordel tout le long. C'est pas mauvais, hein. Il y a des choses à sauver. Il y a pas mal de scènes que je trouve plutôt intelligentes. Il y a des thématiques qui sont bien dans l'œuvre. Et Charlie Hunnam reste bon. Mais le reste est juste ok. Passable. Et se taper 8 heures de passable, c'est un peu dommage. Par contre, je regarderai la saison 4 qui va être sur une autre monstre. Pour le coup, ce sera une femme. Il y a déjà eu un film avec Kristen Stewart et Chloé Sevigny sur elle. Mais bon, on en parlera. Mais j'avoue que celle-ci m'a vraiment déçu. Moi qui aimais bien cette série, celle-ci était vraiment pas au niveau. Je peux la recommander pour les gens qui n'ont jamais vu Psychose, peut-être, qui n'ont jamais vu Le Silence des Agneaux, qui n'ont jamais vu Massacre à la tronçonneuse. Et pour tous les gens qui ont gobé ces films plein de fois, là, c'est juste la version de Wish de toutes ces œuvres. Et la série s'en cache même pas, quoi. Donc de ce point de vue-là, j'étais un peu déçu. Donc si vous avez jamais vu ces films, je pense que vous allez adorer. Je pense que vous allez kiffer, même si ça reste long et bordélique. Mais ceux qui ont vu ces films, si vous êtes vraiment à fond dans l'hommage et la copie de ces films, et vous allez peut-être kiffer. Alors moi, j'ai pas du tout accroché. Bref, j'en parle un peu plus en détail maintenant en spoiler. Mais non, c'est difficile à recommander de manière générale. J'ai vite compris que j'allais avoir du mal avec cette série par rapport à la mort de Henry, si je dis pas de bêtises, qui est juste nul. Il n'y a pas de build-up, il n'y a pas vraiment de conséquences par rapport à ce qui se passe, ça va super vite, tu connais pas vraiment ce mec, donc il n'y a rien. Il n'y a même pas ce truc satisfaisant, c'est au bout de quoi 15-20 minutes, et c'est fait, ça passe à autre chose, on dirait un non-événement, et en vrai oui c'est un peu un non-événement dans la série, surtout qu'il considère ça comme innocent, et ça joue pas assez sur son innocence, parce qu'il n'a pas l'impression qu'il a fait un truc de mal, il n'a pas l'impression qu'il a tué quelqu'un, surtout qu'après il le voit en vie. Tu sais, il a ce côté un peu schizophrène, imaginaire et tout. Et il n'y a pas ce dilemme moral par rapport au personnage. Et le souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de traque de la police ou de choses comme ça. Il n'y a pas de compte à rebours. C'est 6 épisodes de Ed Gein qui fait des trucs. Il tue des gens, il couche avec des femmes, des choses comme ça. Il se déguise en femme, il viole des cadavres et tout. Mais d'un coup, 6e épisode, il se fait attraper par la police. Donc il n'y a pas de tension, il n'y a pas de build-up. Et c'est assez particulier comme choix scénaristique. Tu regardes juste le mec faire des trucs. Et tout le passage à Hollywood, l'objectif était clair. C'est d'expliquer l'impact d'Ed Gein sur la pop culture et de nous mettre face à cette contradiction. D'aimer ce qu'il a créé indirectement et en même temps de se dire que c'est un tueur en série comme j'expliquais. C'est vrai que c'est aussi cool d'un point de vue de fan de cinéma de comprendre que Psychose a failli tuer la carrière de Hitchcock, a failli tuer littéralement Perkins, l'acteur principal, Norman Bates évidemment. Ça parle de ça. Qu'est-ce que ça va foutre dans la série? Je n'en sais rien. En fait, on s'en fout de l'état d'Hollywood par rapport à ça. On comprend que ça a indirectement modifié le monde et l'état du cinéma américain. Mais honnêtement, le truc intéressant dans cette histoire-là, c'est juste que maintenant, les humains
deviennent obsédés non pas par Dracula, des vampires et des monstres comme ils le disent, mais par d'autres monstres qui sont vraiment humains. Ça c'est cool, mais tous les passages sur Perkins qui devient Ed Gein, qui devient un peu fou, qui devient la mère de Norman Bates et tout, honnêtement, qu'est-ce que ça fout dans la série, mis à part un hommage extrêmement appuyé et un peu lourdingue. Je pense que scénaristiquement, ça ne sert pas à grand chose, je pense qu'on aurait pu faire sans. Encore, moi je vous dis, un épisode sur Hitchcock et Perkins sur Hollywood aurait pu être bien, et surtout qu'imaginez l'épisode, il se fait, vraiment épisode 2, on parle de ça, et d'un coup à la fameuse scène de la douche de Psychose, on change sur Charlie Hunnam, et ça fait une sorte de twist, parce que tu t'attends à revoir la fameuse scène de Psychose, et là tu la revois, mais avec Hunnam, et surtout qu'en fait, ils se sont éclatés à refaire Psychose en mode ultra violent, chose que évidemment Hitchcock ne pouvait pas faire à l'époque, parce que voilà, il y avait plein de règles, le code Hays et tout qui était compliqué, mais là il a fait la scène en mode violent, donc il y a un truc un peu hommage de se dire qu'il a fait peut-être ce que Hitchcock aurait aimé faire, mais voilà, il y a plein d'intrigues qui se croisent à chaque fois, il y a plein de choses, c'est vraiment le bordel et je trouve que c'est trop quoi, entre Perkins qui va au psy, Hitchcock qui essaie de trouver du financement pour ses prochains films et tout, pour moi c'est trop d'aller-retour, c'est super explicatif, en plus on t'explique tout à haute voix et c'est un gros problème de la série de manière générale, ils auraient dû se construire sur une intrigue ou deux à la fois, là il y en a trop. Et j'arrive pas à être choqué par les cadavres de prostituées qu'ils utilisent comme déguisement, car malheureusement c'est même pas hard. Oui, il y a ces scènes de lui, là c'est badant quand tu regardes ça comme ça, mais il danse un peu avec. Mais il n'y a pas l'ingénierie derrière le fait d'avoir fait ce masque, il n'y a pas ce truc un peu sincère, solennel de lui qui le porte, il y a ce truc où il danse un petit peu mais il n'y a pas de musique, il n'y a pas de féerisme. Je pense que si on le voyait vraiment être en phase avec la mise en scène, la nature presque de cet environnement, une sorte de musique et qui kiffe, que ce soit vraiment montré de manière ultra positive, et en même temps que ce soit dégueulasse parce que c'est quand même le cadavre d'une prostituée qui met sur son visage et tout, il y a le truc par rapport à sa mère, ok, mais en même temps j'ai vu Psychose aussi. Donc ça me choque pas du tout. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème parce qu'ils n'ont pas assez misé dessus. Et c'est un peu dommage. Pareil pour Massacre à la tronçonneuse, je veux dire, pourquoi tu me montres ça? Alors oui, c'est cool le lien avec Ed Gein qui fait du mal à une femme et tu comprends que ça a inspiré directement ce qui se passe dans Massacre à la tronçonneuse. Mais du coup, on me montre pas la scène. Enfin, j'ai compris, j'ai vu Massacre à la tronçonneuse. C'est pour ça que je me dis que cette série, elle est faite pour les gens qui n'ont pas vu ces films. Parce que l'hommage est tellement appuyé que c'est presque une copie. Et c'est le genre de truc où, pareil, Massacre à la tronçonneuse, il t'explique le film, quoi. Il t'explique le contexte politique, il t'explique tout. Enfin, je veux dire, Massacre à la tronçonneuse, c'est un film que tu vois, tu découvres et tu comprends. Là, il passe son temps à expliquer pourquoi les réalisateurs, Tobe Hooper, ils voulaient faire ça et tout. Bon, je trouve ça un peu lourdingue, honnêtement. Après, encore une fois, voilà, si vous n'avez pas vu Massacre à la tronçonneuse, vous allez sûrement kiffer. Vous dites, ah bah c'est intéressant, ça montre plein de choses, mais quand tu l'as vu, bah tu sais tout, c'est juste une redite et c'est tellement surexplicatif qu'on te prend un peu pour un débile. Donc ça, c'est dommage. Par contre, il y a des choses que j'aime bien. Quand ils refont le plan de la balançoire, vous savez, c'est un hommage, un clin d'œil un peu sympa parce que ça utilise la mise en scène pour faire ce clin d'œil à une œuvre mythique et un plan mythique. Là, ça me dérange pas. Mais qu'est-ce que ça raconte? Rien. Ils refont les scènes de Massacre à la tronçonneuse et puis c'est tout. Alors oui, ça montre encore une fois l'impact de Ed Gein sur la psyché de l'Amérique, sur les réalisateurs. Il y a cette scène avec justement Tobe Hooper qui commence à tuer quelqu'un avec une tronçonneuse dans un supermarché. Ok, on a compris que ce mec a eu un impact, mais on le ressent jamais, l'impact. C'est ça le souci. Mais la pire scène, c'est le silence des agneaux. Il y a une scène par rapport à ça, le personnage apparaît 2 fois. Là, ça fait cahier des charges. Je veux dire, c'est ridicule. On a compris hein, que c'est le lien par rapport au truc transsexuel et tout. Mais ils auraient dû assumer ou faire des épisodes sur les tournages de films ou donner plus d'importance à Ed Gein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Ed Gein, il est jamais montré comme impactant. Alors oui, on voit qu'il y a des films qui sont faits sur lui et des choses comme ça, entre guillemets, sur lui. Il y a une inspiration. Mais quand tu vois sa vie, quand tu vois ce qu'il vit dans la série, t'as pas l'impression qu'il a un impact sur qui que ce soit. On voit pas les médias, on voit pas que c'est un énorme cas. Quand il y a l'histoire avec la police, c'est pas du tout impactant. Et ça, c'est un vrai problème, quoi. Le spectre de Ed Gein n'hante pas du tout le plateau de ses films. Et ça, c'est problématique. Il n'hante rien du tout. En fait, j'aurais aimé que Ed Gein, même s'il était encore en vie, il hante certaines intrigues, certaines personnes, comme la mère le fait. Là, c'est juste, hey, tu te rappelles du silence des agneaux? Bah oui, mais bon, ok, d'accord. Et Ed Gein, la présence de la mère, elle est intéressante parce qu'il lui parle constamment, surtout au début de la saison. Il est à la fois prisonnier de sa mère, mais maintenant, il peut libérer ses pulsions sexuelles de détraqué. Il a grandi, il a à la fois son adolescence, l'impression que c'est son rite initiatique un peu tordu, et il vit en même temps la souffrance que sa mère l'a quitté, mais sa mère l'a jamais réellement quitté parce qu'il a littéralement déterré pour quelqu'un qui est, entre guillemets, sa mère, pour être avec. Et tu comprends que sa mère avait un mari abusif et des trucs comme ça. Et ça joue pas mal sur la fiction de lui qui est schizophrène, mais pas assez, quoi. Il aurait dû entendre plus de voix, il aurait dû avoir plus de trucs par rapport à ça, que ce soit tout le long de la série. Mais non, en fait, t'as l'impression que chaque épisode est une nouvelle histoire,
il n'y a pas le lien avec la précédente histoire de l'épisode précédent et tout, donc c'est un peu compliqué. Et puis l'épisode 7, moi j'ai absolument détesté. Alors oui, là il veut chercher son Emmy Award, vous savez, l'Oscar des séries, donc je trouve que Charlie Hunnam il est très bon ici, mais on la joue en mode twist. Tu sais, genre, c'est bon, on a compris qu'il avait pas de radio, qu'il parlait pas littéralement la nazie, ou qu'il parlait pas du tout à l'actrice et tout, on a capté. Et il a joué en mode twist, il a joué en mode super explicatif, il t'explique tout ce que le personnage ressent par rapport au fait qu'il n'est pas transsexuel, mais qu'il est fétichiste de la féminité, des choses comme ça. Et je dis bien transsexuel parce que c'est le terme qu'il utilise dans l'œuvre, et non pas transgenre. Donc il y a tout ça qui est surexplicatif, et c'est dommage en fait, parce que c'est juste du dialogue où on t'explique qui il est réellement, alors que si on laissait le spectateur comprendre qu'en fait, cette limite entre la transsexualité qu'il ressent, parce qu'en fait, à un moment, il pense que c'est une femme, il pense vraiment que c'est une femme. Toi, t'aurais pu essayer de comprendre en tant que spectateur, via la mise en scène ou même via le scénario, que peut-être il pense pas que c'est une femme, mais juste que peut-être il veut une mère dans sa vie et qu'il se déguise en maman pour un délire fétichiste sexuel, mais en même temps d'émotionnel par rapport à lui. Et ça, c'est juste, je trouve, hyper mal fait. Enfin, c'est pas mal fait dans le sens où c'est mal scénaristiquement, c'est juste que c'est expliqué à haute voix plutôt que de montrer ça de manière intelligente. Il a un problème évident avec les femmes, on le voit à cause de sa mère, mais surtout dans l'épisode 4, il va coucher avec une femme qui est bien plus âgée, qui fait penser évidemment à sa mère et des choses comme ça, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est pas coucher avec cette femme, c'est ses sous-vêtements aussi, même si coucher, ça aide. Ensuite, il y a cette vieille femme, entre guillemets, qui commence à le dominer, et puis il peut rien dire, parce qu'il s'est toujours fait dominer par sa mère. Du coup, là, cette femme reproduit un peu le cycle avec sa mère, et c'est intéressant parce qu'il décide de la tuer, et c'est ça qui va causer sa perte. Donc c'est tout un truc un peu symbolique par rapport à la mort de sa mère, sa nouvelle mère, entre guillemets, qu'il tue, donc il se venge de sa mère, et c'est ça qui mène sa perte. Bon, il y a un truc intéressant par rapport à ça, mais fatalement, tu comprends qu'il voulait juste une maman qu'il accepte. C'est pour ça qu'il se déguise en mère et qu'il se sent un peu accepté. Mais toute la discussion de l'épisode 7 avec les différents personnages, lourdingue. Encore une fois, j'aime bien l'histoire du golem protecteur juif, le truc folklorique et la nazie qui se fait du coup entre guillemets tuer, mais en fait celle qui suicide, parce que ça montre un peu les limites de la déshumanisation et à quel point même elle en prison, elle pense garder le pouvoir, elle contrôle, mais fatalement pas du tout. Et c'est elle mélange avec la fiction des BD et la réalité, parce qu'en fait oui c'est une BD, mais la personne, la nazie a vraiment existé dans la vraie vie aussi hein, pour le coup. Donc c'est quelque chose qui est quand même pas mal je trouve. Mais le truc, c'est que moi, j'aime bien la manière dont il a été inspiré par les nazis, parce que la mise en scène est pas mal, surtout quand il mélange les deux, parce qu'en fait, c'est lui qui se parle à lui-même, hein, c'est une partie de lui-même, il se parle, c'est une nazie. Et elle parle d'Ubermensch et tout, bref, il est dans ce délire un peu, lui non pas supérieur, mais il est fasciné par la méchanceté, parce qu'en fait, il se reconnaît dans les nazis dans le sens où les nazis ne voient pas certaines personnes comme des humains. Et lui ne voit pas certaines personnes comme des humains aussi, je veux dire, il voit juste... des choses comme des cadavres, il voit des femmes, des choses comme ça, mais c'est pas des humains. Et il se reconnaît beaucoup dans ça et c'est assez intéressant. Et il comprend aussi que les cadavres l'excitent. Il voit être excité par les juifs dans les camps, c'est quelque chose d'assez particulier, soyez honnêtes. Et il comprend pas l'atrocité des nazis, parce que pour lui c'est normal, quoi, parce qu'en fait une personne morte, pour lui elle est presque vivante. C'est ça qu'on voit après par la suite. Donc c'est pas mal, je trouve, ce qui est fait par rapport à ça. Et le lien est intéressant de lier nazisme et serial killer et ses névroses. Maintenant, on comprend d'où vient un peu sa haine des femmes, et j'aime bien parce qu'il mélange ces deux passions, la mort avec le cimetière, et en même temps la romance, parce que tu vois qu'il va avoir une femme dans sa vie, il veut être aimé d'une certaine manière. Il a même cette envie de maternité, il va littéralement babysitter des gens, babysitter, je sais pas si on dit ça comme ça, mais il va vraiment être le babysitter d'enfants, parce qu'il veut être une maman aussi. Et c'est particulier parce qu'il est prêt à tuer la mère de ses enfants pour être leur mère, les remplacer, enfin c'est vraiment un truc qui est bien, je trouve, dans l'œuvre. Mais bon, faut le trouver quoi, vraiment, parce que ça c'est bien, je vous raconte Ed Gein, mais faut le trouver parce que dans la série il y a tellement peu de scènes, t'as l'impression sur lui, il y a tellement de choses qui sont non pas sans lien avec, mais bon voilà, ça parle pas beaucoup d'Ed Gein quoi au final, et je trouve que c'est particulier comme choix scénaristique, faut fouiller la série limite. La relation avec sa copine, j'ai trouvé assez nulle, fatalement, ils ont pas du tout d'alchimie en réalité, ils tentent un peu l'horreur, surtout par rapport à la mère qui... d'après lui, n'est pas morte et la copine pense qu'elle est littéralement en vie. Et tu découvres qu'en fait, cette copine est aussi fascinée par la mort, le macabre. Et c'est aussi un peu le spectateur hein, qui aime bien voir des choses horribles, le photographier, des choses comme ça. Et le seul moment qui est vraiment bien, par contre, avec les deux, c'est lorsque elle est trop chaude pour lui. Ça, c'est une scène un peu glauque et bien, je trouve. C'est là que je me suis dit, ouais, là, c'est un peu hardcore. Parce qu'en fait, oui, lui qui baise un cadavre, désolé de le dire... Moi, ça m'a rien fait, quoi. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, lui, il considère cette personne comme vivante. Il est un peu mal à l'aise, d'ailleurs, face à ce cadavre, parce qu'il voit cette femme comme une vraie femme, d'un certain point de vue. Et justement, le fait que ce soit froid, c'est quelque chose qui lui plaît aussi.
Donc c'est bien qu'il réagisse par rapport à sa copine qui est trop chaude, qu'il la mette dans un bain et tout. C'est glauque, quoi. C'est bien, mais il va pas au bout du truc, quoi. J'aurais aimé voir justement une relation sexuelle entre le cadavre et sa copine, voir comment il réagit. Mais ça, ils osent jamais. Et c'est ça que je trouve particulier, c'est qu'en fait, on a littéralement une série avec un nécrophile, tueur de femmes, qui se déguise en cadavre de femmes et tout, littéralement. Et c'est assez timide comme série visuellement. Donc j'étais assez étonné, surtout pour une série Monster où je me dis, bah Ryan Murphy va y aller à fond. Il va pas vraiment à fond. Je trouve qu'ils auraient pu dresser des parallèles encore plus hardcore, encore plus marquants. Enfin, lui qui couche avec deux femmes différentes, une cadavre et l'autre qui veut faire passer pour un cadavre, aurait pu être intéressant. Mais là, fatalement, il est juste montré comme un enfant qui fait face à quelque chose qui est pas dérangeant pour lui. Voilà, pour lui, c'est une femme. D'ailleurs, elle prend vie littéralement hein, pendant qu'il couche avec elle. Il est gêné, puis il gagne un peu confiance en lui par rapport à ça. Mais c'est pas marquant parce qu'elle est encore fraîche, entre guillemets. Là où la scène avec le serial killer à la fin dans l'épisode 8 qui commence à faire l'amour à une tête de cadavre mais complètement décomposée, là j'étais un peu dégoûté. Et la série le fait rarement, ce genre de truc. Alors je veux pas voir littéralement des pénis dans des têtes de femmes qui se décomposent, mais faire des liens qui auraient été thématiquement intéressants, plutôt que juste la mettre dans un bain, sa copine et des choses comme ça. Donc je trouve que la série est fatalement un petit peu timide. Pour ce que c'est, hein, encore une fois, hein, même s'il y a des choses qui sont un peu hard visuellement, je trouve que la série va pas au bout du concept. Et sa copine qui a un arc narratif, pour moi, ça c'est typiquement le genre de truc, dans les séries, t'aurais pu enlever son arc, ça n'aurait rien changé. Alors oui, c'est pour montrer l'impact d'Ed Gein sur les gens, il y a des flashbacks par rapport à elle qui couche avec quelqu'un, elle n'est pas satisfaite sexuellement, il y a les violences qui sont faites dans la famille, des violences qui sont contagieuses comme elle qui devient de plus en plus violente aussi à cause de Ed Gein, t'as l'impression. Mais elle disparaît assez rapidement de l'intrigue. Elle est encore présente hein, physiquement, mais son impact diminue au fur et à mesure. Et elle subit le patriarcat avec ce journaliste qui lui dit que ses photos sont nulles alors qu'elle a littéralement photographié des cadavres, mais le mec lui croit pas, puis après lui fait des commentaires sur le fait d'avoir des MST, des choses comme ça. Sa place dans la famille est remise en question, le fait qu'il va jamais trouver de mari, il va jamais avoir d'enfant, des choses comme ça. Sa mère aussi la maltraite. Donc il y a des choses qui sont pas mal en réalité, parce que c'est des liens qui sont faits avec Ed Gein, elle, comment la famille peut faire du mal à ce genre de personnes, surtout la figure maternelle, mais je trouve que c'est encore une fois le bordel, quoi. C'est plein d'intrigues dans tous les sens, et on aurait pu avoir deux intrigues, Ed Gein et cette femme, faire des liens entre eux, entre guillemets un peu un Bonnie and Clyde, plus ou moins, hein, avec ces tueurs en série, mais ils vont jamais au bout du concept. Et puis l'épisode 6 où il se fait attraper, ok, d'accord. D'un coup, il se fait attraper. Alors, c'est logique, thématiquement, qu'il se fasse attraper et tout. Mais il se fait attraper. Il n'y a pas eu de traque, il n'y a pas eu de chasse. Du jour au lendemain, il s'est fait attraper. J'aurais aimé un peu plus de build-up, de satisfaction. La scène de l'interrogatoire est assez médiocre. Alors, non pas en termes d'acting, parce que Charlie Hunnam est bon. Mais il n'y a rien d'émotionnel. Il s'est fait attraper, tu ressens rien, en fait. Alors, c'est cool parce qu'en fait, il est honnête. Ça, c'est bien. Tu ressens que via l'interrogatoire, avec la machine, évidemment, de détection de mensonges, tu vois qu'il est honnête et qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Et un truc qui est intéressant par rapport au chewing-gum, parce qu'un chewing-gum, après qu'il soit jeté, il est considéré comme mort, mais lui garde les cadavres des chewing-gums. Donc c'est un peu rigolo aussi. Mais honnêtement, normalement, le fait qu'il se fasse attraper par la police aurait dû être un événement dans la série. Donc c'est rien du tout. Ensuite, on passe à autre chose. Donc j'étais quand même déçu par ça. Et on voit l'impact sur le flic, surtout par rapport au poulet. Vous savez, il y a sa mère, enfin pas sa mère, mais du coup quelqu'un qui est en train de couper le poulet. Mais lui, il a vu sa mère déchiquetée comme un poulet. Et du coup, il y a ce truc de la transmission de la violence, et ça crée quelque chose de contagieux comme une maladie. Et en fait, c'est la thématique de l'œuvre, comme de Massacre à la tronçonneuse. C'est une société américaine qui est contaminée par la violence macabre, horrible de tueurs en série, par exemple. Donc ça, c'est une bonne idée en réalité. Mais par contre, moi, l'épisode 8, j'ai failli péter un câble. L'épisode 8, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais Netflix se fout de notre gueule. Ils nous refont Mindhunter, quoi. Mais Mindhunter version cheap. Moi, j'ai vu ça, je me suis senti trahi, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai halluciné. Je me suis dit, mais je rêve, quoi. Pour moi, j'ai trouvé ça insultant. Tu sais, ils annulent Mindhunter il y a des années. Et là, ils nous font Mindhunter version cheap, comme tout le reste. Psychose version cheap, Silence des agneaux version cheap et tout. Ils nous font une copie de Mindhunter avec des acteurs, mais similaires. Et parfois, ils reprennent les mêmes acteurs. À la fin, je crois que Charles Manson, c'est le même acteur. Ils ont repris les mêmes acteurs de Mindhunter. Moi, je trouve que c'est limite insultant. C'est même pas un clin d'œil. Pour moi, là, c'est une insulte. Surtout quand c'est Netflix, c'est d'un cynisme pur, je trouve. Et la mise en scène va pas du tout avec, quoi. Enfin, il n'y a pas de mise en scène. Mais ils utilisent les mêmes plans avec, par exemple, évidemment, le matériel d'enregistrement, les cassettes, tout ça, c'est pompé de A à Z sur Mindhunter. Mais c'est rushé. Ça va vite. Et tu dis qu'en réalité, Mindhunter, mais t'ajoutes Ed Gein au concept, c'est une bonne idée. Mais le souci que j'ai avec l'interview de Ed Gein, c'est que vu que cette série allait tellement vite,
vu qu'on s'est pas attaché d'un certain point de vue émotionnellement à Ed Gein, vu qu'on n'a pas vu l'impact de ses crimes en soi, et vu qu'il y avait 1000 intrigues, bah quand j'arrive à cette interview-là, en fait, je m'en fous. C'était tellement rallonge, alors que ça, c'est vendu comme le climax un peu émotionnel, tu vois, c'est la boucle qui est bouclée, plus référence à Mindhunter et tout, et je sais que c'est des cassettes qui ont existé dans la vraie vie et tout, du coup, c'est une sorte de biopic de ça, mais normalement, ça aurait dû être un moment iconique, énorme, mais vu qu'on s'est jamais attardé sur lui, vu que d'un coup il est là dans l'hôpital avec la police, il les aide et tout, il y a une élite de plusieurs années, d'une vingtaine d'années, mais t'as rien senti quoi. La scène la plus choquante est dans l'épisode 8, avec cet homme avec des seins qui se fait voilà, sodomiser. C'était particulier à voir, c'était un peu intéressant, c'est là le seul moment où la série ose un petit peu, et c'est tout en fait. Enfin, j'étais vraiment déçu par cette scène d'interrogatoire qui aurait dû être énorme parce que c'est clairement Mindhunter et il voulait faire une sorte de Mindhunter en mode Ed Gein, une sorte de crossover quoi. Mais ça marche pas parce que tu ressens rien à ce stade. La scène est rushée, il n'y a pas de mise en scène. C'est ridicule quoi. En plus, moi j'étais encore sous le choc de me dire c'est Mindhunter du pauvre. Donc pour moi, ça n'a pas du tout marché. Il y a une phrase par rapport aux coupes budgétaires de Nixon alors que la meuf a voté pour mais elle n'a pas voté pour ça. Je pense que c'est un peu un tacle aux Trumpistes qui a voté pour Trump et au final, Trump il fait pas exactement ce que les gens voulaient qu'il fasse. Bref, peu importe. Mais il y avait tellement un meilleur moyen de montrer comment cet homme-là a inspiré contre son gré, en réalité. Il voulait pas inspirer, mais c'est ce qu'il a fait. Cet épisode-là, en fait, il veut faire un truc. Il veut créer de la compassion pour cet homme. Et je trouve que ça marche. Je trouve qu'à la fin de cet épisode-là, on ressent un truc pour lui. Mais on aurait encore plus ressenti un truc pour lui si la série se concentrait sur lui, vraiment. Et peut-être il y avait moins d'épisodes, mais ça, j'ai déjà dit. Et surtout que lui, là, il veut sauver des gens à la fin. Il veut être utile. On dit qu'il s'est bien comporté. Et le truc qui est cool aussi, c'est que oui, on ressent de la compassion pour ce tueur en série. Mais le souci, c'est que ils l'ont pas assez montré comme un tueur en série. En fait, ils l'ont montré comme un enfant. Ils l'ont montré comme un enfant malade, schizophrène, qui limite ne devrait pas être là. Parce qu'en fait, il est entouré par des vrais fous, entre guillemets, hein, des vrais, qui sont sans compassion, qui ne ressentent rien. Lui, tu sais, il voit qu'il a capturé quelqu'un, Ted Bundy. C'est grâce à lui qu'ils ont capturé Bundy, et il le dit à quelqu'un et tout le monde s'en fout. Donc oui, t'as un peu de peine par rapport à lui à ce moment-là. Mais j'aurais eu plus de peine s'il y avait encore plus de confrontation émotionnelle, dans le sens où j'aurais aimé le voir faire des choses encore plus atroces, et quand même ressentir de la peine. Là, ça a été tellement rushé et tellement bordélique que j'ai pas ressenti grand-chose malheureusement. Et la fin avec les serial killers, comme s'il allait au paradis, comme s'il était le dieu des serial killers et tout, encore une fois, j'ai rien senti parce que le build-up n'était pas présent, c'était pas satisfaisant. J'ai trouvé la fin plus digne d'un Netflix Cinematic Universe. Pour moi, c'était ridicule, on aurait dit une parodie avec les acteurs qu'on voit de Mindhunter en plus. Alors oui, c'est logique, il cherche une famille, des choses comme ça, et là, pour une fois, il est un peu aimé par des gens, mais tu vois qu'il veut pas être aimé par ces gens-là aussi. Donc c'est un peu particulier. Lui, il veut juste l'amour de sa mère, donc c'est intéressant en soi, mais c'est vraiment mal fait, c'est ridicule. Ils refont des scènes de films à la fin avec la danse macabre de Massacre à la tronçonneuse et tout. Moi, j'en pouvais plus à ce stade. Encore une fois, j'aime bien le côté méta, le rapport au spectateur, au divertissement et tout, mais je trouve que la chose là, qui est vraiment réussie à la fin de cet épisode et de cette série, c'est la compassion un petit peu qu'on ressent pour lui, cette forme d'empathie alors que c'est un vrai tueur, et la fin où cette phrase est de nouveau répétée « Only a mother could love you », parce que c'est pas vrai en fait. Il n'y a pas que sa mère qui pourrait l'aimer. C'est ça le truc. En fait, nous les spectateurs, on aurait pu l'aimer si la vie n'était pas comme ça, s'il n'avait pas vécu tout ça. Surtout que sa mère l'aime pas, tout simplement. En plus, ça qui est intéressant. Donc il a l'air à la fois en enfer et en paradis avec sa mère parce qu'il voulait toujours être avec sa mère, mais sa mère ne l'aime pas. Tu vois qu'elle dit qu'elle l'aime pas. Donc c'est un peu particulier, surtout qu'elle dit que « Only a mother could love you ». Ça induit qu'une mère t'aime, donc elle, mais c'est aussi une phrase qui dit qu'en fait personne ne t'aime. Moi je t'aime parce que c'est mon devoir, mon obligation en tant que mère de t'aimer, mais en fait je t'aime pas. Donc il y a de bonnes idées dans cette série, mais c'était tellement dans tous les sens que ça m'a énervé, ça m'a frustré. C'est pour ça que j'en parle depuis 40 minutes, c'est que c'est une vraie frustration. Cette série, si elle était plus focus, si c'était peut-être un film, ou si c'était 6 épisodes, et si ça osait d'aller un peu plus loin dans le dégoût, mais en même temps mélangé au féerisme, la banalité, la poésie de ce qu'il aurait pu créer, parce qu'il y a un côté poétique. Massacre à la tronçonneuse, la danse macabre à la fin, c'est presque poétique. Là, juste il copie ces films-là, donc ça marche pas quoi. Mais j'aurais aimé cette série encore plus, mais au final j'ai trouvé assez banal et j'étais déçu. Donc c'est dur à recommander me concernant. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le caractère épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.